Donc maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Danielle Jacquard. Danielle Jacquard, que tout le monde connaît, qui est une historienne des sciences, historienne de la médecine, professeure à l'école pratique, ou professeur émérite, je pense. Émérite, peu importe. Depuis le mois de septembre. On peut le dire maintenant. Voilà. Et donc, on est trop émérite depuis le mois de septembre. On est très émérite. Émérite et méritante. Et donc, qui va nous parler d'un... Enfin, je vous lis son titre, « Être philosophe pour un médecin du XIIe siècle ». Voilà, merci. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Le micro marche, pas de problème. Je crois, oui. Les liens entre philosophie et médecine, médecine et philosophie, ont constitué un sujet de débat depuis les temps hippocratiques. Un débat que la période médiévale, tant dans le monde musulman que dans le monde chrétien, a contribué à fortement nourrir. Sans revenir sur la place de la médecine au sein de ce qui est nommé au XIIe siècle philosophia, ou ensemble des savoirs ordonnés, par exemple dans le De Divisione Philosophiae d'Ingondisalinus, il paraît plus pertinent de demander dans quelle mesure le médecin peut se proclamer philosophe, et surtout s'il est légitime qu'il le fasse. De ce point de vue est significatif le titre de la communication de Joël Chandelier, qui va suivre la mienne. Comme le disciple suit le maître, c'est normal. Pardon, cette coquetterie. De ce point de vue, donc, est significatif le titre de la communication de Joël Chandelier, que le médecin ne doit pas être philosophe, un titre faisant écho à celui d'un célèbre ouvrage de Galien, que le médecin doit être philosophe. Pour un Navicène, puis un Averroès, cela revient en grande partie, quoi qu'on en dise et quoi qu'il dise, à situer Galien par rapport à Aristote, et avec des options différentes chez le persan et le cordouan, à accorder un rang subalterne aux représentants des médecins au nom de la suprématie non discutable de la philosophie. Qu'en est-il dans l'Occident chrétien au XIIe siècle, avant la réception du canon d'Avicenne, qui allait proposer une distinction clairement exprimée entre les compétences du médecin et celles du philosophe. Durant les dernières décennies, d'assez nombreuses études ont permis de réévaluer l'apport intellectuel des maîtres qui ont écrit à Salerne dans la seconde moitié du XIIe siècle. Dans un article paru en 2008, Fès Wallis s'est attaché aux commentaires de Barthélemy de Salerne à l'Ars Medica ou Tegni de Galien, et elle s'est attachée à mettre en évidence les différences entre les deux versions qui nous sont conservées de ce commentaire. Barthélemy de Salerne est connu pour avoir été, semble-t-il, le premier à se référer dans ses commentaires médicaux au texte d'Aristote nouvellement traduit, notamment par Bourgondieu de Pise. Comme le remarque Fès Wallis, dans la première version du commentaire à l'Ars Medica, dans laquelle il ne cite pas encore vraiment la physique ni le de anima, le seul texte aristotélicien mentionné est l'éthique à Nicomaque, dont des citations sont assez fidèlement données. Selon Fès Wallis, l'accent mis sur l'éthique constitue le caractère dominant de ce commentaire, et dans la deuxième version et sa révision de l'introduction, Barthélemy, je cite Fès Wallis, « stresses that Galen vindicates medicine as philosophy ». Elle ajoute que sont ainsi impliquées non seulement la logique, l'épistémologie et bien sûr la philosophie naturelle, mais l'éthique. Aujourd'hui, ce n'est pas à Barthélemy de Salerne que je vais consacrer ma communication, mais à Urso de Salerne, qui, contrairement à d'autres maîtres de cette célèbre école, entre guillemets,
n'a pas laissé de commentaires, si ce n'est à ses propres aphorismes. Ses œuvres sont donc des traités. Depuis l'édition critique par Wolfgang Sturner, parue en 1976, du De Comixtionibus Elementorum Libellus, Urso a bénéficié d'un regain d'intérêt. Je ne peux manquer de mentionner ici les articles d'Irene Cagazzo, notamment sur la notion de matière première chez Urso, non plus que les études de Maike van der Loort, en particulier l'article dans lequel elle tente de retrouver, sans succès évident, et ce n'est pas de sa faute, elle tente de retrouver les sources d'inspiration de l'innovante combinatoire offerte par le De Comixtionibus Elementorum, dans lequel chaque élément présent dans les élémentés est présent sous la forme de 3 espèces, une espèce supérieure, une espèce moyenne, intermédiaire, une espèce inférieure. En faisant jouer l'interaction des qualités de ces 12 espèces élémentaires, en fonction notamment du mouvement naturel propre à chaque élément selon la physique aristotélicienne, Urso propose une explication globalisante de tous les phénomènes naturels, dépassant largement les frontières du champ médical. Le De Comixtionibus Elementorum n'est pas l'ouvrage le plus ample d'Urso de Salerne, ni le dernier qu'il ait écrit. Dans l'introduction à ce De Comixtionibus Elementorum, il déplore le fait que les auteurs latins, au sein desquels il comprend sans doute ses contemporains, aient surtout écrit sur la practica, qui est de peu d'invention, nous dit-il. Celui qui écrit sur la practica est un récitator, un compilator, et donc qu'ils aient délaissé la theorica, in quibus rerum naturae circa plenum investigantur. Il mentionne toutefois que lui-même a écrit un opuscule d'aphorismes dans lequel j'essaie de traduire, Urso, ce n'est pas toujours facile à traduire, les natures cachées, occultées et voilées, opertées des choses sont mises au jour par un examen approfondi, enucleantur aperte. C'est donc le but de ces aphorismes. Sans doute plusieurs années après avoir écrit ces aphorismes, un genre, par parenthèse, éminemment médical, puisque choisi par Hippocrate lui-même, ou disons quelqu'un de son école, Urso en compose d'amples glossolets sur lesquels j'ai choisi de centrer mon propos. Et je dois remercier Maike van der Loort de m'avoir généreusement communiqué sa version scannée de l'édition publiée en 1936 par Rudolf Kreutz, difficilement accessible désormais. L'exemplaire de la Sorbonne, que j'avais jadis consulté, a échappé à mes investigations dans le catalogue de la dite bibliothèque. Il est probablement consultable uniquement à la réserve. L'édition de Kreutz serait sans doute à refaire, notamment au vu d'une tradition manuscrite, d'ailleurs un peu chaotique, plus ample, mais pour ce que j'ai à dire aujourd'hui, elle me suffira. Une incertitude entoure la date de la mort d'Urso, selon qu'on se fie à une mention d'Obitus d'un nécrologe salernitain datant de 1225 ou à une mention du même nécrologe antérieur qui serait de la fin du XIIe ou du début du XIIIe. Dans cette mention intérieure, il est question d'un magister Urso philosophus. Le fait est qu'Urso et son commentaire à ces aphorismes sont utilisés dans le De Naturis Rerum d'Alexandre Neckam et dans le commentaire de Raoul de Longchamp à l'Anticlodianus d'Alain de Lille, à moins que ce soit Raoul qui soit utilisé par Urso. Quant à Gilles de Corbeil, dans son long poème sur les vertus des médicaments composés, dont Mireille Osekache vient de publier une nouvelle édition amplement commentée, il loue la manière qu'a Urso de résoudre les questions les plus complexes et, je traduis, de défaire les nœuds incertains
ambiguos nodos, des causes. On ne peut que rapprocher ce vers de ce que dit lui-même Rousseau de son De Commixtionibus Elementorum, qu'il compare à un miroir permettant de voir l'image cachée de la nature et par lequel insolubilis questionum nodus explicatur. L'ambition est clairement affichée, et tout en ayant la médecine pour point d'application privilégié, elle vise à rendre intelligible l'ensemble de la nature en mettant toujours les causes qui la régissent. Venons-en donc aux 109 aphorismes et à leurs gloses, sans tenter d'en rechercher les sources ou les influences possibles, une tâche labyrinthique dans laquelle on se perd, et ce qui, de toute manière, n'entamerait pas l'originalité de la construction qu'a voulu faire l'auteur, mais je vais me contenter de dresser une sorte d'inventaire sommaire des thèmes abordés. Dans l'introduction de ces glosulae, Houssaye déplore que les Physicalis Scientiae Inventores n'aient pas laissé à leurs successeurs une pleine doctrine sur les natures des choses. Que faut-il entendre par Physicalis Scientia ici? La physique, la médecine. Étant donné qu'il se place à un niveau théorique et au vu du contenu de ses œuvres, il est probable que pour Rousseau, cette question n'a pas de sens. Le but est donc d'écrire un livre sur les natures des choses. L'Accessus ad Doctorem apporte des précisions. À la rubrique Materia, il est répondu que le sujet, la matière, est double, à savoir les causes et les effets de toutes les choses. Quant à l'intentio, il s'agit de montrer les effets par les causes et les causes par les effets. La causa intentionis reprend l'idée selon laquelle les anciens ont laissé une doctrine imparfaite et dispersée quant aux questiones doctrinales. L'utilitas est de donner une réflexion facile et certaine sur chacune des questions naturelles. Le livre relève de la théorica et de la practica, mais il est probable qu'il ne s'agit pas ici seulement des deux parties de la médecine, car, précise Rousseau, si cet ouvrage relève à la fois de la théorica et de la practica, c'est que les natures variées des choses doivent être connues à la fois par les sens et la raison. Le mode d'exposition est défini comme divisivus, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il s'agit d'aphorismes, sauf que ce n'est pas la raison qui en est donnée. L'auteur, dit Rousseau, bon, c'est lui-même, divise son œuvre en choses agentes et patientes, puisque toute chose est soit agente, soit patiente, agente comme la nature, patiente comme la substance. À la dernière rubrique de son Accessus, l'Ordo Tractandi, qui fait appel à la métaphore d'une maison solidement bâtie, indique aussi que le sujet du livre est l'édifice entier de la nature, dont l'extérieur perceptible au sens, comme l'intérieur non perceptible, vont être polis. Mais avant d'indiquer quelle est l'origine et le fondement de cet édifice, ce qui sera l'objet du deuxième aphorisme, Rousseau précise qu'il a placé un aphorisme théologique, du fait que c'est du Seigneur, dator scientiarum, que vient et est conservé tout bon projet. Je reviendrai tout à l'heure sur ce premier aphorisme qualifié par son auteur de théologique et sur les autres références à la religion qui se trouvent disséminées dans quelques glosulae. Comme il est rappelé dans le commentaire qui lui est adjoint, le deuxième aphorisme est censé poser les fondations sur lesquelles va pouvoir être construit de manière stable l'édifice de la Scientia Physicalis. Pour être plus exact, dans les gloses à ce deuxième aphorisme, il est plus modestement question non pas d'un édifice, mais d'une chambre, thalamus. En voici le contenu. Je traduis. L'accord des effets potentiels
donc c'est le deuxième aphorisme qui est le fondement du tout. L'accord des effets potentiels ou actuels, semblables ou dissemblables, ainsi que la diversité de la quantité, font varier l'action de la chose agente et par son opération variée, la chose patiente est modifiée de manière multiple. On ne saurait être plus abstrait. Pas grand-chose à voir avec les aphorismes d'Hippocrate qui sont au contraire très concrets. Dans le commentaire à cet aphorisme, il est rappelé que toute question naturalis est soulevée soit à partir de la cause, soit à partir de l'effet. Après avoir développé ce point à travers des exemples, on en revient aux notions d'action et de passion. Tant la cause que l'effet ont pour point de départ l'action et la passion. En effet, du fait que l'un agit et l'autre pâtit, viennent toute cause et tout effet. C'est ce que nous dit Rousseau. Au cours du développement, outre l'action réciproque des qualités, potentielles ou actuelles, semblables ou dissemblables, on remarque dès ce deuxième aphorisme un intérêt particulier pour le processus d'attraction opéré par la virtus attractiva, soit en raison du vide, soit d'une similitude ou du mélange des deux. Le processus d'attraction, sur lequel Galien lui-même s'était longuement attardé dans son traité des facultés naturelles, amène immanquablement à mentionner l'action magnétique, un sujet sur lequel revient Rousseau au détour de plusieurs aphorismes, notamment dans la Glosula 26. L'aphorisme 26 énonçait « La chose attirante attire ce qui lui est semblable, à condition d'être plus violente, et de tout semblable ne se produit pas une attraction égale. Quant au dissemblable, elle le repousse et n'attire que par contrainte. » Le commentaire pose d'abord que certaines choses sont attirées ex natura, d'autres ex accidenti. Rousseau commence par traiter de l'attraction accidentelle, qui peut être soit par nécessité, soit du fait d'une similitude accidentelle. Par nécessité, par exemple, lorsque sous l'effet de la faim, les membres phaléméliques attirent sous la contrainte des aliments qui leur sont dissemblables, comme du son ou de mauvaises herbes. Par similitude accidentelle, lorsqu'est mêlée à quelques nutriments une chose non consommable. Des explications sont données de ce processus. Quant à l'attraction ex natura, multiplicitaire fit, soit par la force de la chaleur, soit par une virtus, une faculté, soit par une similitude naturelle de qualité, soit vacuitatis lege, par la loi du vide. Par la force de la chaleur, le feu attire le chaud pour être entretenu. Par la force de la vertu, faculté, virtute duplicitaire, occulta vel manifesta. L'attraction se fait par une vertu cachée, occulte, mais non sans une similitude de qualité, par exemple, lorsque la scamonée attire la bile, l'élébore, la mélancolie. Non encore atteint par la notion de forme spécifique tirée du canon d'Avicenne, Rousseau situe l'attraction magnétique non pas dans le champ d'une vertu occulte, ce qui sera courant après, du fait que occulte parce que la cause est cachée, mais d'une vertu manifeste, du fait qu'elle est perceptible au sens. Autant l'action de la scamonée qui attire la bile n'est pas perceptible au sens, parce qu'elle se fait à l'intérieur du corps, autant l'aimant qui attire le fer est manifeste. Et comme l'a noté Nicolas Veille-Parot, Alexandre Neckam reprit d'Rousseau cette idée selon laquelle l'attraction magnétique vient d'une vertu manifeste et non occulte. Conformément à ce qui est dit dans l'aphorisme, Rousseau rappelle dans son commentaire que pour qu'il y ait attraction, il faut que la chose agente soit plus violente dans l'attraction que la chose à attirer. Il en vient alors à la question du vide. Physica ratione patet nullum locum in mundum esse vacuum. Et ajoute-t-il, le vide n'est pas
possible, il est toujours comblé par de l'air ou autre chose. D'autres aphorismes vont permettre de revenir à la fois sur l'attraction magnétique et sur la question du vide, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'étroite imbrication de sujets proprement médicaux et de sujets qui relèvent de la physique, de la météorologie, etc. Peu d'aphorismes ont une formulation qui prenne pour point de départ une préoccupation proprement médicale. Dans ce contexte, par exemple, le dernier aphorisme 109 revient sur la notion de cause efficiente, de manière générale. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de constater la place importante que tient l'étude des qualités élémentaires, du mouvement naturel des éléments, des processus de dissolution, d'épaississement, d'épuration, de condensation, de coloration, etc. Une large place est accordée aux thèmes déjà traités dans le De Commixtionibus Elementorum, auquel des renvois sont faits régulièrement. Mais ce qui est nouveau, me semble-t-il, par rapport à ce De Commixtionibus Elementorum, est l'accent mis sur la substance aérienne, qu'il s'agisse de l'air proprement dit, d'une fumosité ou d'un spiritus. Après le deuxième aphorisme fondateur, le troisième expose que la nature agit dans les corps par 6 mouvements et qu'elle n'est jamais oisive. Dans le commentaire, ces 6 mouvements sont énumérés: génération, corruption, augmentation, diminution, altération, mouvement local. La deuxième partie de ce troisième aphorisme précisait que suivant les sujets que régissent les mouvements de la nature, le mouvement est plus ou moins fort, plus ou moins lent. Le quatrième aphorisme met alors en avant la plus grande obéissance au mouvement de la nature des sujets à l'importante spiritualitas. Les 3 aphorismes suivants continuent sur ce thème, non seulement de la légèreté, mais de la plus grande mobilité de sujets poreux, où une substance aérienne est incluse. Attendez, je me suis perdue dans mes notes. Est incluse. 5, 6. De toute substance aérienne, Ourceau, dès le commentaire à l'aphorisme 4, on vient à l'action de l'âme, à l'anima mundana, grâce à laquelle les animaux et tous les végétaux vivent, car ils contiennent en eux un spiritus naturalis, par lequel, grâce à l'instrument adéquat, ils sont mus pour accomplir les actions variées. Le spiritus, nous dit-il, est le mouvement des virtutes. Dans le cours de ces aphorismes et de ces glossolées, Ourceau ne s'en tient pas au seul spiritus naturalis, qui, chez les animaux comme chez les plantes, met en mouvement vertus appétitives, rétentives, expulsives, etc. L'aphorisme 22 énonçait que toute action naturelle ou psychique, animalis, dépend de la pureté de ses acteurs, de l'obéissance des spiritus ou de la propriété des facteurs coopérants. Le commentaire commence par rappeler une physicorum communis assertio. L'énoncé qui va suivre ne fait pas douter que les physici ici, ce sont les médecins. Je traduis: toute faculté, virtus corporelle, vient soit de l'âme, soit de la nature. Se retrouve ici la distinction faite originellement par Galien dans le traité des facultés naturelles et reprise et amplifiée dans le Pantechnique Constantin l'Africain, où les 3 facultés issues du galénisme alexandrin, naturelle, vitale et psychique, sont dites pour la première venir de la nature, pour la troisième de l'âme, des 2 à la fois pour la deuxième. Sans reproduire le discours médical à ce sujet, Ourceau poursuit en expliquant qu'aucune opération de l'âme ou de la nature ne peut être accomplie par une faculté seule. Cette dernière a nécessairement besoin d'instruments ainsi que d'aides extérieures. Par parenthèse, contrairement à l'énoncé authentiquement galénique et aux suggestions du Pantechnique,
Les 3 virtutes ou facultés de la théorie médicale, chez Urso, viennent de l'âme. La virtus naturalis, commune aux animaux et aux plantes, s'étend chez lui même aux minéraux, mais de manière très faible. La distinction principale énoncée au commentaire de l'aphorisme 36 passe par une anima rationalis, propre à l'homme, et une anima mundana, c'est-à-dire la nature. Donc là, on a une interrogation qui parcourt l'ensemble quand même de ces aphorismes, ces glossulés, sur ce qu'est la nature par rapport à l'âme, y compris pour ce qui est appelé anima mundana, c'est un vrai sujet. L'ambiguïté n'est pas complètement levée, mais il est clair que nous ne sommes plus dans la perspective d'un Galien, autant à l'âme le pouvoir de régir les processus de nutrition, de croissance et de génération. Pour revenir aux instruments des facultés, sont nécessaires un instrument par essence subtil, aérien, le spiritus, l'esprit, le pneuma. L'autre type d'instrument est solide, de caractère terrestre, c'est-à-dire les parties du corps, que la faculté, qui est infuse par le spiritus, incite à l'action. Immédiatement sont mentionnées les 3 facultés cérébrales des médecins, telles que définies par la doctrine diffusée au XIIe siècle, virtus fantastica ou imaginatio, ratio memoria, ainsi que les 5 sens. Ces facultés pouvant être contaminées par quelque fumosité affectant le spiritus. C'est infectus que je traduis par contaminé. Le commentaire à l'aphorisme suivant pose d'emblée la question des opérations de l'âme. Les opérations dites principales, imaginatio, ratio, memoria, les opérations dites secondaires, les 5 sens et le mouvement volontaire. Une large place dans le commentaire est accordée à l'imaginatio, sur laquelle agissent non seulement des sensations, des agents physiques, une fumosité, une humeur, mais aussi, parfois, la mémoire ou la raison. Dans ce très long développement, sans la nommer explicitement, l'action démoniaque fait son apparition. Voyons comment, dit Urso, l'ennemi du genre humain tente l'animal rationnel, de telle sorte que par cette tentation, il soit poussé au péché. C'est en agissant sur l'imagination, sur le spiritus animalis, que se fait cette tentation, et le spiritus animalis peut modifier le spiritus naturalis, et on pense alors en particulier au péché d'ordre sexuel. Le commentaire à l'aphorisme 25 revient sur l'action réciproque de l'âme et de la nature. Les actions de la nature et de l'âme, nous est-il dit, sont liées réciproquement, car l'âme se réjouit et compatit avec la nature, et la nature se réjouit et compatit avec l'âme. C'est évidemment le spiritus qui va établir ce lien, un spiritus qui monte au cerveau, où on dit qu'est le siège de l'âme en raison des actions principales qu'elle y exerce. Après avoir donné de nombreux exemples, dont celui de l'incubus, qui fait croire aux dormeurs qu'un démon les oppresse, Urgo conclut ainsi le commentaire à cet aphorisme « Sique natura corporis anime compatitur ». On croirait reconnaître le début de la physiognomonie du pseudo-Aristote, sauf qu'elle n'est pas encore traduite en latin du temps d'Urso. En réalité, dans ce long développement sur le lien étroit entre corps et âme, Urso rejoint ce que Barthélemy de Salerne expose longuement dans son commentaire à l'Ars Medica de Galien. Comme on le voit, l'édifice des choses de la nature chez Urso ne se limite pas aux phénomènes physiques et englobe ce qui caractérise cet animal rationalé qu'est l'homme. À l'occasion de plusieurs aphorismes, de non-développements sont consacrés à des sujets que l'on peut qualifier, pour aller vite, de psychologiques, avec toujours un double regard sur l'action réciproque de la nature et de l'âme, avec toujours à l'interface le spiritus. L'air inspiré et les spiritus sont, rappelle Urso,
ce qui fait l'être vivant. Parmi les derniers aphorismes, il est question de la voix. Ainsi, à l'aphorisme 101, le commentaire énonce les 3 choses nécessaires: la cause efficiente, c'est la virtus spiritualis; la coopération extérieure, c'est l'air inspiré qui répare le spiritus. Quant aux instruments appropriés, ils sont multiples: le poumon, diverses artères, les parties de la bouche, etc. Et tout cela est nécessaire pour former une variété de sons, de lettres. Le commentaire à l'aphorisme suivant détaille les différences dans la mise en jeu de ces acteurs de la voix suivant la langue, donnant des exemples: in nostro idiomate, en hébreu, en allemand et en arabe. Pour les Allemands, Teutoniki, il est expliqué que comme ils abondent en spiritus, leur souffle est fort, donc ils ont des choses aspirées très fort. Quant aux Sarrasins, comme ils vivent dans une région chaude, ils sont très affaiblis. Cette raison, ajoutée à l'épaisseur de leur langue, fait qu'ils donnent plus forme à leur voix dans la gorge. À nouveau, dans l'aphorisme 104, donc presque tout à la fin, Rousseau revient sur les instruments de l'âme grâce auxquels elle agit. Ces instruments sont de 2 sortes. Les uns sont épais, comme les cellules antérieures, médianes et postérieures du cerveau. Les autres subtils, comme les esprits. Selon la pureté ou l'impureté de ceux-ci, leur épaisseur ou leur subtilité, leur contamination, les actions de l'âme, comme celles de la nature, diffèrent. Je reviens brièvement, avant de conclure définitivement, sur le premier aphorisme théologique. Il y est énoncé que nous ne nous étonnons pas du cours habituel et ordonné des choses, nous nous étonnons seulement de son cours inhabituel et momentané. En effet, celui qui a produit par l'empire de son verbe tout ex nihilo peut montrer par leur miracle des choses inhabituelles et accomplir soudainement ce qui est fait d'ordinaire par intervalle de temps. Dans le commentaire à cet aphorisme dit théologique, Rousseau s'applique à décrire le cours naturel des choses, tel que voulu par Dieu, mais il évoque aussi les miracles, ceux de l'Ancien Testament, comme ceux opérés par le Christ Rédempteur. Les changements dans le cours des choses opérés miraculeusement excèdent les limites de la raison humaine. Commentant l'aphorisme 3, Rousseau rappelle qu'il y a 2 types de substances, un type immuable, comme la puissance divine, les anges, l'âme, un type soumis au changement, au mouvement de la nature, à savoir toute substance corporelle. Une autre allusion au divin, assez longue, est introduite lors du commentaire à l'aphorisme 41. Je vous lis son contenu en latin. Vi anime vel consuetudine, seu compassione insomnis, fantasiae diversificantur. Le commentaire assez long porte, très long et très intéressant, mais je ne vais pas m'étendre ici. Le commentaire, et d'ailleurs Maike van der Loort a un peu abordé ce problème à propos des incantations, le commentaire assez long porte sur ce que l'homme imagine à l'état de veille ou ce qu'il voit en rêve. Ces choses, ces visions, ces imaginations pouvant concerner le passé, le présent et le futur. Dans ce dernier cas, vision du futur, il n'est pas vraiment question de rêve prémonitoire, mais, avec beaucoup d'exemples de différents types, de ce que l'imagination produit à l'état de veille ou bien que le dermère passant en rêve, et qui dérive de signes, nous retrouvons le million de signes, qu'il a perçus, ou donc, finalement ce qu'on voit du futur en rêve ou bien en imagination était construit à partir de signes, de choses qu'on a perçues ou vécues, ou même anticipe des actions à mener. Par exemple, l'artisan va passer en revue mentalement les opérations qu'il va effectuer. Le médecin pronostique en fonction des signes qu'il a vus. Bon, ce développement est beaucoup plus riche que les éléments succincts que je vous en donne,
Ce qui m'importe ici, c'est le préambule à ce développement. Au début donc, du commentaire à cet aphorisme 41, il est rappelé que certaines substances sont venues ou viennent à l'être par création, comme les anges et les âmes. D'autres par génération, comme les corps. D'autres encore tirent leur aide de l'union de création-génération, comme les animaux rationnels. C'est par l'âme que ces animaux vivent et sont dotés de sensations. Cette âme, qui bien qu'elle ait le pouvoir de sentir les sensibles et les insensibles, du fait de sa création, cependant est alourdie par la masse du corps auquel elle est unie par génération. À nouveau sont indiqués les instruments dont elle se sert pour accomplir ses actions. Malgré le poids du corps, le cheminement de l'imagination, gressus de l'imagination, peut élever l'homme jusqu'aux cieux, comme le faire descendre aux abîmes. La métaphore de la marche est alors développée telle que chaussée corporellement, la raison, par la contemplation, au premier degré, s'élève à l'âme, puis par l'âme s'élève vers les anges, puis, par une extension encore plus grande, le plus loin possible, par la même marche de l'esprit, gressu mentis, s'élève jusqu'à Dieu. Rousseau va passer à la sensation en distinguant à chaque fois l'œil du corps et l'œil de l'esprit, l'oreille du corps et l'oreille de l'esprit, etc. Les références aux prophètes bibliques interviennent alors, eux qui, par l'œil de l'esprit, ont pu, par une inspiration divine, prophétiser l'avenir. Après ce long excursus, Rousseau conclut que tout cela excède la raison humaine et qu'il n'est pas dans son propos de discuter de ce qui ne peut être discuté, mais qu'il faut seulement croire et humblement vénérer. Ceci étant posé, il peut expliquer comment l'âme, selon sa nature, est mue dans l'animal, y compris rationnel. Nous avons là explicitement une distinction, pour faire simple, entre foi et raison, et la mise de côté, grâce au premier aphorisme, de tout ce qui sort du cours habituel de la nature. Je n'ai pu que, certains ont cru voir dans ces allusions théologiques, entre guillemets, voir l'indice d'une appartenance ecclésiastique d'Rousseau. Moi, je n'en suis pas convaincu. Tout lettré a une formation biblique religieuse, et je pense que le propos est autre, enfin, me semble-t-il. Donc, je n'ai pu que très succinctement, c'est un texte très complexe, un peu chaotique, très succinctement donner un écho de ces foisonnants aphorismi cum glosulis, et je me suis abstenu de tenter de rechercher les inférences, les sources, comme je l'ai dit, une tâche labyrinthique. Bon, question, peut-on qualifier Rousseau de philosophe? Je n'en sais rien. Tout ce qu'il est possible de dire est qu'il a inséré la théorie médicale dans un cadre large, empruntant certains concepts à la philosophie. Comme le remarque Fessoalis dans l'article que j'ai mentionné au début de mon exposé, les commentateurs qui se sont inspirés du commentaire de Barthélemy de Salerne sur l'Ars Medica, les années postérieures, en ont restreint de beaucoup la dimension et ils ont gommé de beaucoup l'ambition de proposer une médecine qui soit une philosophie. Les aphorismes d'Rousseau sont conservés dans quelques manuscrits qui sont plutôt du XIVe siècle, ou de la fin du XIIIe. Ils eurent des lecteurs illustres plus tard, comme Arnaud de Villeneuve, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de postérité immédiate à ce type d'ouvrage auquel appartiennent les aphorismes cum glosulis d'Rousseau. Et il n'y eut plus guère d'auteurs dans les siècles suivants, si ce n'est Pietro d'Abano, avec les déboires que l'on sait, au début du XIVe siècle, avoir tenté de repenser la théorie médicale et de la replacer dans un cadre
que j'appellerais, pour faire simple, globalisant. Donc, Rousseau fut-il philosophe? Si l'on s'en tient aux limites posées par le canon d'Avicenne, que Rousseau ne connaissait pas, il est certain qu'il a opéré des transgressions, et des transgressions multiples. En dissertant sur les éléments, d'abord, mais surtout, me semble-t-il, et cela me semble le point crucial, en abordant directement le sujet de l'âme, dans toutes ses dimensions. Le canon d'Avicenne limite de beaucoup les compétences du... Non seulement il énonce que le médecin n'a pas à disserter sur les éléments, sur qui ils sont, et surtout pas sur l'âme, mais en plus, il limite de beaucoup, nous avons vu que fidèle à la théorie médicale empruntée d'ailleurs par certains philosophes ou auteurs religieux du XIIe siècle, Rousseau, comme tous les salernitains, adopte la tripartition du cerveau en imagination, ratio, incluant l'intellect, hein, c'est pas... Bon, et Memoria, alors que, bon, Avicenne va changer complètement, et non seulement dans son De Anima, hein, il va mettre un peu moins, il ne va pas mettre l'intellect évidemment dans le cerveau, et même dans son canon, il va encore limiter le type de faculté auquel doit s'intéresser le médecin. Donc on reste dans le sensitif. Bon. Donc le canon d'Avicenne limite de beaucoup les compétences des facultés cérébrales, et surtout de celles dont doit s'occuper le médecin. Concernant le spiritus, hein, ce spiritus du médecin que les historiens de la philosophie aiment souvent appeler les spiritus des médecins, les spiritus biologiques, bon, moi je veux bien, mais c'est quand même à l'interface entre le corps et l'âme, bon, c'est pas n'importe quel produit biologique non plus. Hein, les spiritus des médecins ont été sujets de débat au XIIe siècle chez les théologiens, c'est bien clair. Concernant les spiritus, Avicenne, dans le canon, n'en dit pas grand-chose. Et il en dit plus dans une œuvre, d'ailleurs qui a été diffusée dans une première version avec le De Anima à la suite, qui ne conçoit pas vraiment comme une œuvre médicale. Le De Viribus Cordis en latin, donc sur les forces du cœur, et c'est là qu'il va surtout s'étendre sur ce qu'est ce spiritus. Donc, on voit que Rousseau, si on le compare, enfin si on le confronte aux limites posées par Avicenne dans le canon, a vraiment opéré des transgressions de compétences. On sait que l'élan salernitain allait s'arrêter dans les premières décennies du XIIIe siècle. Les circonstances locales ont joué, mais il est aussi possible d'imaginer que plus que le souci de placer des limites nettes entre les compétences du philosophe et celles du médecin, chacun voulant son autonomie, la pensée médicale déployée par un Barthélemy de Solerne ou a fortiori par un Rousseau, malgré les précautions prises par ce dernier, par son aphorisme théologique, par tout ce qu'il nous dit sur les choses qu'il faut croire, mais bon, qu'on croit et puis qu'on n'explique pas, la pensée médicale, donc, développée par un Barthélemy de Solerne ou un Rousseau, allait au-delà de ce qui était compatible, me semble-t-il, avec la théologie. C'est en effet une pensée médicale, pour reprendre une expression chère à mon ami Jacques Pigeot, récemment disparu, une pensée médicale qu'a voulu proposer Rousseau de Salerne, une pensée médicale envisageant l'homme en tant qu'animal rationnel, dans toute sa dimension de rationalité, et replacé dans la nature des choses. Une pensée médicale, en partie sans véritable lendemain, mais bien en phase avec la créativité foisonnante qui a marqué le XIIe siècle occidental. Je vous remercie.